Cet épisode est présenté par Physiovélo, parce qu'en ultra, avoir la bonne posture cycliste fait toute la différence. Eh bien bonjour à toutes, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Ultra Talk. Je suis dans les studios, bien entendu, à Montréal, studio que j'avais déjà fréquenté il y a à peu près 2 ans de cela, avec Samy Dubo qui m'avait interviewé dans ces mêmes studios. J'en profite pour lui passer le bonjour. Aujourd'hui, je suis avec un cycliste local, mais qui se développe à l'international. C'est Henri Do. Salut Henri. Salut Arnaud. Je suis heureux enfin, je dis enfin, parce que tu fais probablement partie des invités avec lesquels j'échange depuis le plus longtemps pour qu'on puisse discuter. Et c'était bien de profiter de cette occasion et de mon passage à Montréal pour le Salon du vélo sur S-Cross Québec, pour pouvoir le faire dans ces studios confortablement installés et de pouvoir découvrir ton parcours et de faire découvrir ton parcours aux francophones, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Yes. Donc je suis heureux de te rencontrer. Bienvenue sur Ultra Talk. Et la première question que je vais te poser, Henri, c'est est-ce que tu peux te présenter aux auditrices et auditeurs du podcast? Certainement. Donc, je m'appelle Henri Do. Je suis ultra-cycliste depuis maintenant, 7 ans, on peut dire, depuis la pandémie. Oui, c'est ça. Donc, anciennement, en fait, triathlète. Donc, j'ai fait des triathlons pendant 4-5 ans, des Ironman. Puis ensuite, je me suis rendu compte que les Ironman, c'était pas ce que j'aimais faire. Courir durant un triathlon, je courais dans mes entraînements 1 fois par mois. Je nageais le jour avant la course, puis je faisais du vélo le reste du temps. Donc, c'était pas mal 98% vélo, 1,5% course, puis 0,5% nage. J'avais quand même des bons temps, mais c'était plus le vélo ma force. Donc, c'est là qu'après 50 triathlons, c'est genre quand même des Ironman, je me suis dit, je vais me consacrer sur plus le vélo, sur du bikepacking. Mais là, finalement, le bikepacking, c'était pas assez repoussant pour mes limites. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire des ultras sur des coups de tête. Puis maintenant, j'en fais à toutes les fins de semaine, toutes les 2 semaines, été, hiver. Ouais, alors on va parler de tes faits d'armes, comme on dit. Alors, c'est vrai que Henri, il a fait des Everesting. Je vous invite à aller d'ailleurs le suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est Henki, c'est ça, ouais. Henki. C'est ça. Donc, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram, à suivre ce qu'il fait. Puis également sur Linktree, vous allez pouvoir voir ses exploits, parce que c'est vrai qu'il fait beaucoup de choses, il roule énormément et surtout dans des températures négatives, ça lui fait pas peur du tout. Encore en venant au studio, Henri me dit, et là il fait -3 au moment où on se parle, et Henri me dit, moi je préfère quand il y a quelques degrés, mais en moins, que tu fais -10, parce que la route est plus sèche. Donc voilà, et tout récemment tu as fait un Montréal-New York. Je t'ai suivi, c'était en décembre, je crois, pendant le Festive 500. Ouais. Tu vas nous en parler. Mais moi, ce que j'aime, Henri, on va parler de la Trans-Canada Bike, 12 500 ou 12 000 kilomètres. Ouais. Énorme, que tu as participé. Il y a eu les Everesting dont j'ai parlé, il y a eu aussi d'autres choses, on va en parler. Mais si on rembobine un petit peu l'histoire, Henri, d'où est-ce que tu es originaire et quelle était ta relation avec le sport petit, enfant? Donc, en fait, je suis né à Brossard, donc c'est au sud de Montréal. Quand j'étais jeune, je détestais ça le vélo. Je détestais ça le sport. J'étais un garçon, en fait, de Nintendo, donc je préférais être à l'intérieur, jouer au Nintendo à l'ordinateur. Et finalement, c'était la sortie familiale du week-end que ma mère me forçait à faire du vélo. Donc, on allait faire des petites sorties à vélo sur mon tricycle rouge que j'avais. Puis, avec ma famille, donc mon père, ma mère, ma soeur et mon frère, une des sorties familiales, c'était de se rendre au Vieux-Port de Montréal. Donc, c'est quand même une bonne trotte pour quelqu'un qui a 4-5 ans. Ouais. C'était un bon 30 km. Puis, on faisait ça tous les fins de semaine. Donc, on se rendait au Vieux-Port, on mangeait au quartier chinois, puis on rentrait. Puis là, finalement, à force d'être forcé de faire du vélo... Tu as pris goût. J'ai commencé à aimer ça plus tard, mais quand même beaucoup plus tard dans la vie parce que, entre 4 ans jusqu'à... même 15-16 ans, je détestais ça. C'est ce que j'allais dire, adolescent, tout ça, tu n'étais pas, comme tu l'as dit, tu étais un gamer, mais il n'y avait pas de licence, tu n'étais pas licencié, il n'y avait pas de compétition. Exactement. C'était pas du tout ton truc. Non, j'aimais ça aller vite sur le vélo. J'aimais ça pédaler puis aller vite parce que c'est ce que j'avais appris à faire quand j'étais jeune. Mais après ça, de faire du vélo en soi, de faire du sport, c'était pas du tout mon truc. Donc moi, je préférais gamer. J'étais quand même très gros sur World of Warcraft, par exemple, sur Diablo, tous les jeux en fait que tous les jeunes de ce temps, notre temps aussi, connaissent bien. Non, mais c'est intéressant pour tous les parents qui ont des enfants qui ne sont pas sportifs petits et qui repoussent ça, de voir que ça peut évoluer dans la vie, que ça peut changer, qu'à un moment donné, tu peux faire des grandes distances et puis aimer ça et faire du sport aujourd'hui, un mode de vie avec un mindset
vraiment orienté vers ça, comme tu l'as dit, tu en fais quasiment toutes les fins de semaine. Mais la question que je pourrais avoir, c'est que tu as expliqué justement que c'est arrivé après la pandémie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a eu un déclic en toi pendant la pandémie où tu t'es dit, finalement, je veux plus d'aventure, je veux aller encore plus loin qu'un Ironman? En fait, ça a commencé avant la pandémie. Donc, la pandémie, c'est un petit peu, mettons, le catalyste de plus qui a repoussé encore plus loin mes limites. Parce que les ultras, j'ai commencé ça l'année avant la pandémie, donc juste quelques mois avant que la pandémie ait lieu. Puis j'ai pris goût pour faire des grosses distances. Donc, je me suis dit, conduire une voiture, je déteste ça, c'est long, c'est plate. Donc, je me rends à tous mes événements à vélo. Donc, si j'avais un événement, une ride en Estrie à Montréal, je faisais le commute à vélo, donc 100 km de commute. Je faisais la sortie 100 km et je rentrais à Montréal le même jour. Donc, 300 km pour faire l'événement, en fait, en Estrie. Après ça, c'était finalement, j'ai des marathons encore parce que j'étais dans ma transition entre le triathlon puis le vélo. J'avais encore des courses et des marathons que j'étais inscrit dont à Toronto. Donc, finalement, je me suis dit, conduire de Montréal à Toronto, c'est environ 5-6 heures tout seul. C'est plate, c'est long. Je pourrais peut-être me le rendre à Toronto à vélo en 2 jours en mode bikepacking. C'est quand même 2 journées de 300 kg-ish, plus ou moins. Le faire en 2 jours, faire le marathon puis rentrer, c'est beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus... Ça, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit plaisant, j'ai aucun doute. Ouais. Mais là, je raisonne en termes musculaires. C'est-à-dire quand tu fais 300 bornes à vélo la veille de faire un marathon, et là, je pense à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont déjà fait un marathon, se disent, attends, si moi, j'avais fait un 300 bornes la veille, comment ça se serait passé? Donc, comment ça se passe? Déjà, quel est ton temps de référence sur un marathon? Et le marathon dont tu parles là, comment ça s'est passé derrière, après avoir fait 300 bornes la veille? C'est sûr que je suis pas un coureur à la base. Donc, c'est comme tantôt je disais, je cours en moyenne 1 fois par mois, 1 fois par 2 semaines maximum. Donc, mon temps de référence pour un marathon, quand même, malgré ce que je fais, j'ai quand même un temps quand même pas pire, je crois. Mon temps de référence, c'est 3h40 minutes pour un marathon. Ce marathon-là, après les 600 kilos pour me rendre à Toronto, je ne l'ai pas fait en bas de 4 heures. Je l'ai fait, je me souviens bien, en 4h30, 4h45. Donc, tu as tout mon respect. C'était pas mon temps. En fait, l'objectif, c'était pas le temps. C'était vraiment l'aventure. OK, on va juste prendre la voiture, on va se déplacer à vélo pour tout faire. Puis le mindset derrière ça, c'est plus, OK, comment est-ce que je peux faire traîner mon corps à tout le temps être fatigué, mais aussi être efficace en étant fatigué, parce qu'il pour un ultra, en fait, de plusieurs jours, veut pas que notre corps devient éventuellement très consommé par la fatigue. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il apprenne à bien performer malgré qu'on est fatigué, malgré qu'on est à moins 10 d'énergie, à moins 100 d'énergie? Et ça, c'est la question que tu t'es posée. Et est-ce que tu as trouvé des réponses à ça? Parce que ça doit intéresser beaucoup de personnes. Ouais. C'est-à-dire comment faire en sorte que ton corps soit toujours en mouvement et, je sais pas si je peux dire performant, mais en tout cas, soit à un bon niveau, alors que tu es dans une aventure longue distance. Quelles sont les clés pour toi? Quelles sont les astuces que tu peux partager avec toute l'expérience que tu as et dans laquelle on va rentrer après? Tu vois, en tant qu'être humain, on a quand même une machine, un corps qui est très formidable dans le sens qu'on s'adapte très rapidement, puis on va s'adapter à travers tout. Donc, l'être humain en soi, la race humaine, on s'est adapté depuis des années et des années et des années. Puis c'est pareil aussi pour un ultra, pour une course. Si on se met dans une position qu'on doit s'adapter, notre corps va y parvenir, puis il va le faire. Donc, il faut juste qu'on se fasse confiance que notre corps peut y arriver. Puis à force de se faire confiance, puis à force de se laisser la possibilité, tout devient dans le mindset. Donc, si déjà en partant, on se dit non, on se met des bâtons dans les roues, même en juste y pensant, ça ne nous aide pas. Donc, il faut juste être ouvert à l'idée que c'est possible, qu'on peut s'adapter, qu'on va y arriver. Puis le corps, il va suivre naturellement. Je te rejoins sur l'état d'esprit. Hein. C'est pas les mêmes mots que tu vas employer, mais c'est exactement le même sens. C'est de dire faites-vous confiance. C'est-à-dire que ça va probablement pas se passer comme vous l'aviez imaginé, mais c'est pas grave. Vous avez l'expérience, les ressources, et vous saurez trouver les solutions. Et c'est vrai que quand tu as cet état d'esprit-là, je dirais que quand tu pars, comme tu l'as dit, j'ai 600 km à faire, je vais les faire en 2 jours, 2 jours et demi à vélo. Tu savoures quand même l'aventure différemment parce que tu sais quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Tu sauras trouver les ressources qui te permettront d'avancer. J'aimerais qu'on aille aussi sur une facette avant de reprendre justement de comment tu as découvert l'ultra, puis les aventures que tu t'es fixées derrière. Quel est ton métier dans la vie, Henri? Il y a une grande partie effectivement qui est occupée par le sport, l'ultra-distance.
on le sait, quand tu fais des sports d'endurance, pas forcément que le vélo, mais des sports d'endurance, ça prend du temps. Quel est ton métier aujourd'hui? Ouais. Donc, ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est contraire vraiment à ce que je fais sur le vélo. Je travaille de bureau, donc je travaille en informatique. Je suis un conseiller principal en intelligence d'affaires, donc je m'occupe beaucoup des projets TI de mon entreprise. Qu'est-ce que tu appelles TI? Tout ce qui est base de données, automatisation, optimisation aussi. Donc, c'est un petit peu ça que je transpose aussi dans le vélo parce que, tu sais, je veux pas l'optimisation, c'est d'optimiser tout ce qu'on fait dans le day-to-day, que ce soit dans une base de données, dans des rapports. Mais sur le vélo, sur un ultra surtout, si c'est un ultra de plusieurs jours, on peut optimiser tout ce qu'on fait sur un ultra. Donc, disons que à tous les jours, je sais que j'ai une course de 5000 kilos, puis à tous les jours, il faut que je dorme. Si à tous les jours, ça me prend 10 minutes de plus de défaire mon stock, de le remettre, c'est 10 jours fois le nombre de jours. Ça remet des heures, c'est énorme. Donc, si je peux optimiser puis sauver 30 secondes ici, 30 secondes là, tous ces chiffres-ci s'additionnent, puis en fin de compte, sur une course de 5000 kilos sur plusieurs jours, ça fait que c'est des heures, c'est ça. Donc, tu arrives à transposer, on va dire, les astuces ou l'expérience que tu as acquis entre le professionnel et ta passion au niveau de l'ultra-distance. Oui, exactement. Tu fais des transferts comme ça dans les disciplines. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Et aujourd'hui, parce que tu fais donc un métier très sérieux, comment est-ce que tu es accompagné? Parce que c'est vrai que dans notre discipline, qui est l'ultra-distance, on est à 10 à 15 années de retard par rapport à ce que peut faire le trail. Et donc, avoir des sportifs professionnels, on n'en a pas aujourd'hui, que ce soit en Europe, en France ou ici en Amérique du Nord. Mais comment est-ce que tu collabores avec tes partenaires? Parce que tu es bien entouré par les marques. Alors, c'est vrai que tu m'as expliqué juste avant de venir que en ce moment, dans les différentes marques avec lesquelles tu travailles, il y a une restructuration en interne qui fait que tu as un peu moins de visibilité en 2026 que les autres années. Mais bon, j'ai pas de doute que les choses se mettent en place. Mais comment est-ce que tu collabores avec tes marques? Est-ce que c'est toi qui les sollicites? Est-ce que c'est eux qui viennent te chercher de par les contenus que tu produis et surtout les aventures incroyables que tu as fait? Comment est-ce que cette partie-là s'articule? En fait, tu vois, dans la plupart de mes marques, pas mal, quasiment toutes mes marques, c'est plus eux qui sont venus me chercher. Personnellement, tout ce qui est paperasse, courriel, échange, communication, je déteste ça. Je préfère passer mon temps à rouler sur le vélo. Déjà qu'à faire des ultras, ça prend du temps, donc je préfère que rouler. C'est ça. Je préfère optimiser. Tout ce qui est paperasse plus logistique, c'est vraiment quelque chose que je déteste faire, donc j'essaie de le repousser le plus longtemps. Puis en même temps, je me dis que les marques qui vont m'approcher, c'est parce qu'ils veulent m'avoir. Donc pour moi, ce qui est le plus important, c'est la relation de proximité, la relation en fait qu'on puisse échanger puis collaborer puis vraiment se parler ensemble. Avant de reprendre l'épisode, quelques mots sur notre nouveau partenaire Physiovélo. Si vous êtes cycliste d'endurance, vous savez à quel point la position sur le vélo impacte directement votre confort, votre puissance et votre capacité à tenir une sortie. Physiovélo, c'est la référence dans l'étude posturale et la prise en charge des blessures cyclistes. Depuis 2021, l'équipe de Physiovélo forme des kinés et des physios partout en Europe francophone. Vous pouvez trouver un professionnel certifié Physiovélo près de chez vous, directement sur la carte de référencement sur le site web. Et si vous voulez approfondir vous-même vos connaissances et vous spécialiser dans l'étude posturale, il propose également des formations e-learning accessibles partout dans le monde. Avec le code RAS15, RAS15, vous bénéficiez de 15% de réduction sur l'ensemble de leur catalogue de cours, en ligne bien évidemment. Le lien est en description de cet épisode. Physiovélo, parce qu'en ultra, avoir la bonne posture cycliste fait toute la différence. Ça vaut beaucoup plus que moi qui approche une marque qui veut rien de moi, mais qui veut en fait un échange monétaire ou un échange contractuel. Je préfère plus une relation en fait d'authenticité que l'argent et quoi que ce soit. Oui, parce que tu as des belles marques. Hein. Si tu veux, tu peux les citer, mais tu as quand même des belles marques qui t'accompagnent. Tu vois, c'est pas des marques où on se dit, tiens, quelle est cette marque? Non, tu as des marques, quand on les voit, on se dit, ah ouais, tout de suite, ça parle. C'est de la qualité en plus. Ce sont des produits de qualité. Donc, on comprend parfaitement. Ouais. Donc, la marque là, avec laquelle tu collabores le plus longtemps? Arc'teryx. Donc, Arc'teryx, en fait, c'est carrément même qu'avant, avec Arc'teryx, c'est pas une marque de vélo. C'est une marque d'aventure, de rando, de trail, de hiking, peu importe. D'outdoor. C'est ça, d'être dehors. Puis justement, Arc'teryx, comment que j'ai connu la marque, c'est parce qu'il y avait un concours de photos. Puis aussi, auparavant,
J'ai fait beaucoup de rando d'hiver, sur un coup de tête, évidemment. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à apprendre à aimer l'hiver. J'ai fait les randos dans les Adirondacks. Il y a quelque chose qu'on appelle les 46 montagnes dans les Adirondacks. Donc, c'est les 46 sommets les plus élevés au-dessus de 4000 pieds. Puis, généralement, les gens vont prendre plusieurs années pour les gravir. Ils vont les gravir en été, 6 mois en hiver. Puis c'est un challenge qui existe. C'est un challenge donc, de pouvoir gravir les 46 sommets, de le documenter. Puis une fois que c'est fait, bien, on peut l'envoyer à l'organisation qui s'occupe des montagnes dans les Adirondacks pour être officiellement reconnu comme étant un 46er que tu as gravi les 46 sommets. Donc tu peux le faire d'été ou d'hiver. Finalement, cette année-là, 2019, juste avant la COVID, première fois que je fais une rando, j'ai commencé ma première rando avec des bottes Sorel, avec chemise en flanelle. La semaine suivante, je me suis bien équipé. Puis quelques jours plus tard, j'ai décidé, les 46 sommets, je pourrais peut-être les faire en un seul hiver, en 2-3 mois. Quand que les gens, normalement, ils prennent 5-6 ans, 10 ans à le faire, puis les gens, ils vont le faire en été, pas en hiver. Finalement, je l'ai fait carrément à toutes les semaines. Je me planifiais des randos pour voir c'était quoi qui était le plus optimal pour avoir le plus de sommets avec le moins de distance, le moins de dénivelé. On a tout optimisé. Ouais. C'est ça. Donc, je partais le matin à 6 h le matin. Je faisais une rando de 40 kilos, environ 2000-3000 mètres de D+. Je rentrais le jour même. Puis c'était pas mal ça toutes les fins de semaine. Donc, je partais à l'aventure tout seul. Puis, et c'est comme ça qu'avec Arc'teryx, tu as connecté à cette période-là? C'était comme ça que j'avais connecté avec Arc'teryx, justement, avoir gravé les 46 sommets d'hiver en un seul hiver, donc une seule saison. Forcément, pour eux, c'est génial d'avoir une personne comme ça qui peut tester le matériel, mettre à l'épreuve le matériel, référencer ce qu'il a utilisé justement dans les températures qui sont négatives. En tout cas, nous, on a eu la chance de rencontrer l'équipe l'été dernier sur Race Cross Québec, où l'équipe Arc'teryx était présente, et j'en profite pour les saluer parce qu'ils nous avaient apporté un petit peu de dotation, et franchement les volontaires ont apprécié, donc un grand merci. J'ai trouvé que ça donne une très très bonne image de la marque. On n'a rien demandé, on ne s'y attendait pas. L'équipe est venue, était hyper enthousiaste et nous avait doté de très très belles casquettes, donc un grand merci à eux. Et à quel moment, Henri Do, tu as vu que l'ultra allait prendre une part importante dans ta vie? Tu vois, est-ce que tu saurais dire l'instant, le moment, la course, l'épreuve, le décor, les émotions où tu t'es dit, alors là, je me sens bien dans ce que je fais, c'est là où je me sens bien, et je ressens que ça va prendre de la place dans ma vie dans les années à venir. Ouais. Tu vois, j'avais commencé les ultras plus avec... c'était plus des jokes dans le sens que... Mais c'est marrant que tu dis ça parce que ça fait plusieurs fois que tu répètes sur un coup de tête, alors que tu fais un métier qui est très sérieux. Tu expliques que tu étudies tout pour optimiser le temps entre les enchaînements, que tu transférais justement ce que tu as appris dans l'ultra sur ton métier pour gagner du temps. Enfin, c'est deux extrêmes. Ah, mais quand on écoute ton approche, on se dit, le mec, tout est calculé, tu vois, c'est calculé, il n'y a pas de hasard. Et en fait, non, ça fait plusieurs fois que tu dis, j'ai fait ça sur un coup de tête, j'ai fait de l'ultra sur un coup de tête. Explique-nous cette contradiction. Ouais, ça dépend de quoi. Parce que, en fait, pour une course en soi, oui, l'esprit général, c'est pas calculé. Donc, il faut être flexible, il faut être adaptable. Donc, la plus grande force qu'on peut avoir, c'est de pouvoir s'adapter, en fait, aux changements qui se produisent devant nous parce que tout va tout le temps changer. On peut avoir un plan, mais le plan, c'est rare qu'il se déroule comme prévu. Surtout dans un ultra, c'est extrêmement rare. Donc, la plus grande force, c'est quoi qu'on fait quand il y a un obstacle qui se présente devant nous pour pouvoir prendre l'obstacle, le respiner, puis continuer à avancer, puis continuer à trouver comment que je fais pour passer au next step, next objective, pour pouvoir me rendre au but final après ça. Mais bref, mis ça à part, c'est vrai que tous mes défis, en fait, toutes mes aventures, c'était souvent sur des coups de tête parce qu'auparavant, quand on se pose des questions, est-ce que quelque chose est possible? Quand on ne l'a pas fait, souvent, on va se dire, non, c'est impossible. Aussi, la communauté, la société a comme une préconception de ce qui est possible et pas possible. Puis souvent, les gens vont en fait un petit peu adhérer à ça. Donc, au début, dans mes ultras, quand j'ai commencé à faire ma première longue distance, je ne savais pas si c'était possible ou non, mais en fait, la différence, c'est que je me suis laissé la chance d'essayer. Donc, de se laisser la chance, en fait, de dire oui ou d'essayer, puis de commencer. Parce que si on vit notre vie en se disant tout le temps « non, c'est pas possible, non, je peux pas le faire », on ne va jamais progresser, on ne va jamais avancer. Donc, il faut juste, au minimum, se dire peut-être. Puis c'est là qu'on va apprendre sur soi.
Ça change tout. Ça ouvre la porte, en tout cas. Ça ouvre la porte à la possibilité Exactement. que ça puisse bien se passer ou que l'objectif peut être atteint. C'est ça. Donc, c'est un bon état d'esprit. Et qu'est-ce qui, selon toi, t'a le plus transformé ou est-ce que tu as le plus évolué? C'est-à-dire, qu'est-ce que le Henri d'aujourd'hui, si je rembobine et je le ramène à il y a 5 ans, comment est-ce qu'il a évolué, selon toi? Qu'est-ce que l'ultra, quels sont les traits de caractère sur lesquels tu as le plus bougé? Ben, tu vois, c'est là l'adaptabilité, peut-être, tu en as parlé, hein, parce qu'effectivement, en ultra, quand tu te lances, tu as une stratégie, tu as un plan A, plan B, un plan C, puis finalement, tu finis en plan Z, parce qu'il s'est passé plein de choses comme tu ne l'avais pas prévu. C'est ça. Mais qu'est-ce qui a le plus fait bouger les lignes? Ouais. Fait que tu vois, c'est ça l'affaire, c'est que auparavant, tu sais, je croyais que certaines choses étaient impossibles, mais à force de faire des choses que je croyais être impossibles, c'est là que je me rends compte que finalement, il n'y a rien d'impossible. Tout est possible, puis même si on ne réussit pas comme qu'on le veut, c'est quand même une histoire qu'on écrit, qu'on décrit, puis qu'on vit. Puis l'histoire en soi, c'est la réalité de ce qu'on a vécu, puis c'est l'expérience qu'on a acquis. Donc maintenant, tu sais, quand j'ai une idée en tête qui peut sembler extrêmement folle, je me dis, OK, comment que je commence? C'est plus ça, au lieu de dire, OK, le premier pas, faire le premier pas. C'est pas vraiment la question. Beaucoup de gens vont se dire, est-ce que je suis capable de le faire? La réponse est tout le temps oui. Il faut juste que tu te permettes. Puis après ça, on a un threshold, on a un seuil de confort. Puis ton seuil de confort, c'est ça qui va te retenir puis qui va te limiter. Donc, on peut avoir peur pour quelque chose. On peut avoir peur de faire quelque chose, mais il ne faut pas que la peur nous freine puis nous limite dans ça. Donc, c'est ça que j'ai appris. J'ai appris que la peur, c'est normal. On est humain, c'est un sentiment, c'est une émotion. Mais après ça, avoir peur, c'est avoir peur. Mais après ça, tu fais quoi avec la peur? Est-ce que tu laisses ta peur te contrôler ou est-ce que tu acceptes la peur et peu importe ça, tu trouves une solution, mais comment je fais pour commencer? Non, moi j'adhère entièrement à ce que tu dis. Hein, je comprends parfaitement. Puis ça me permet aussi de voir comment tu as construit ton expérience, ton parcours professionnel, ton parcours personnel. Et quand on fait du long, Henri, moi je te suis sur les réseaux et c'est vrai que tu t'enquilles quand même encore là cet hiver à Montréal, New York, il faisait pas 25 degrés. On sent que tu as quand même t'es attiré par ces défis dans le froid. Quand il fait froid, on te voit souvent. Enfin, en tout cas, le froid, je sais pas si c'est ce que tu aimes bien, mais en tout cas, ça ne te fait pas peur. Ça ne t'arrête pas. C'est pas parce qu'il fait moins 15 que tu vas pas aller faire, pas 50 bornes, 500 bornes. Ouais. Ça te pose pas de soucis. Moi, j'ai une question sur la solitude. Parce que j'ai été, je ne le suis plus, mais j'ai été cycliste ultra. Donc, j'ai roulé de nombreuses heures et des jours seul. Et on m'a souvent posé la question, oui, mais tu es seul, la solitude, comment tu gères? Donc là, je te pose la question, Henri, toi, comment tu gères ces longues lignes droites, ces longs moments de solitude, de traverser des heures? Est-ce que tu te laisses emporter par le flow et tu divagues et à un moment donné, tu reprends tes esprits et tu te souviens même pas des 40 km que tu as passés? Est-ce que tu écoutes la musique? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Comment tu gères la solitude? Tu vois, un ultra, oui, c'est long. Ça peut sembler très triste et, comme tu dis, il y a beaucoup de solitude dans le soi qu'on est seul, mais pour moi, c'est un moment en fait pour méditer. Donc, c'est un moment en fait pour que je me retrouve, pour que je sois dehors, que je respire l'air. Puis, une des grosses raisons pourquoi que je fais des ultras ou que je roule de nuit des 24 heures non-stop, que je traverse des grosses distances, c'est pour voir en fait les beaux paysages. Donc, les levées de soleil, les couchers de soleil, les étoiles dans la nuit, sous un ciel dégagé. Pour moi, c'est magique. Ça rend plus beau, c'est clair. Ça fait renaître, ça fait imaginer des choses, ça fait vivre. C'est tellement beau que pour moi, c'est la récompense ultime. Puis ça efface toutes les difficultés. Ouais. C'est ça. Puis, non, je comprends. Quand je roule un ultra, je pense même pas à la distance. Je pense vraiment, OK, c'est quoi l'objectif? Je m'en vais à New York. Je m'en vais voir la Statue de la Liberté. Je m'en vais alors, voir tu sais, les quand étoiles. tu as fait ce défi, c'est marrant parce que quand tu as fait ton défi, là, j'en ai parlé à ma compagne, je lui ai dit, voilà, le mec, il est allé à New York à vélo, quoi. Il se trouve que cet été, juste avant Race Across Québec, j'en ai profité pour emmener mes enfants et ma compagne à Montréal, leur faire découvrir Montréal. Et comme on n'est pas très, très loin, parce que tu l'as fait en vélo, on se dit, c'est pas très très loin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en voiture, il faut 6 heures. Quoi. Voilà, il faut 6 heures. Et généralement, moi, quand j'ai une distance comme ça, je me dis qu'en vélo, il faut au moins x3. Tu vois, il faut au moins x3. Tu as mis combien de temps pour aller à New York?
C'est beaucoup plus long que prévu. De un, il y avait du verglas, donc la glace, la tempête de neige, donc je comptais même plus. Mais initialement, je prévoyais 28-34 heures, compte tenu du fait que je me suis dit que en sortant de Montréal, en théorie, le plus qu'on va au sud, le plus qu'il fait chaud, le moins qu'il y aura de neige. Donc, je me suis dit, ça devrait être rapide une fois que je quitte les Adirondacks. Ouais. Mais finalement, c'est le contraire. C'était carrément le contraire. J'ai carrément amené la tempête avec moi de Montréal parce que c'est... Et donc, pour revenir sur le sujet, je me suis interrogé, parce que j'ai emmené mes enfants découvrir New York, cette belle ville. Oui, on se sentait en sécurité comme jamais. Franchement, c'est une ville, on a vraiment adoré. Et on a trouvé le fait d'y aller en voiture extraordinaire. Parce que tu arrives en voiture, tu vois Manhattan, et je me dis qu'en vélo, mais ça doit être dupliqué. Tu vois, d'arriver en vélo, de venir de Montréal et d'arriver par le nord donc de l'État, tu arrives par le nord de New York, le nord de Manhattan, et de voir les buildings qui se dessinent. Ouais. Alors toi, c'est pas la première fois, tu es un habitué, mais quelles ont été la première fois que tu l'as fait, tes émotions sur ça? Tu vois, tout est amplifié justement à vélo. Donc, comme en voiture, toi, tu vas être émerveillé en arrivant à New York. À vélo même, c'est complètement fou, mais sur un rythme plus ralenti. Donc, on est comme au slow-mo. C'est ça qui est bien. Mais effectivement, tu arrives à New York, finalement, tu te rends compte qu'après tant de temps que tu arrives, en fait, après avoir roulé tant de temps, finalement, tu arrives à la destination. Il y a comme un what's next, mais en même temps aussi, c'est... Je l'ai fait, quoi. Ouais. Il y a un what's next, mais aussi en même temps, tu te rends compte que le monde, même si c'est une grosse planète Terre qui peut sembler énorme avec des milliers, des millions d'habitants, mais en même temps, on est tellement interreliés, puis c'est tellement fascinant qu'on puisse relier des grosses villes comme ça, mais avec juste la force de nos jambes. Ouais, c'est vrai. Ça, je suis complètement d'accord. Et en plus, dans New York, parce que je sais que tu es arrivé devant le Rafa Clubhouse à New York, tu peux rouler. Tu as probablement utilisé les pistes cyclables qui sont sur le bord de l'Hudson. Franchement, moi, j'avais loué un vélo justement chez Rafa. J'ai été roulé dans Central Park. J'ai utilisé les pistes cyclables. Tu es en sécurité, tu es protégé. J'ai fait encore un webinaire la semaine dernière avec Elsa Lagache, qui habite à New York et qui a confirmé on peut totalement rouler en sécurité. Et l'autre question que je pourrais te poser, c'est comment tu passes la frontière? Parce que quand tu vas en voiture, je ne rentrerai pas dans le sujet politique des États-Unis. Ne comptez pas sur moi sur ça. Je ne rentrerai pas dans ce sujet. Toujours est-il que moi, quand j'y suis allé en voiture avec mes enfants, on a été arrêté 1h30. Parce qu'il faut descendre de la voiture, tu laisses tes clés à une personne, tu vas dans un autre building, là où tu es photographié, contrôlé. Pendant ce temps-là, on fouille ta voiture pour être sûr qu'il n'y a rien avec des chiens. Ça dure à peu près 1h30. Après, tu repars. Voilà. Toi, en vélo, est-ce que tu as eu le même process? Tu es arrivé à la frontière. Comment ça s'est passé? Tu vois, c'est quand même... Je pense qu'ils me connaissent rendu là maintenant parce que je passe tellement souvent à la frontière. Ah ouais, ça va être ma question. Quand ils voient le mec qui arrive en vélo, ils se disent non, attends, il y a d'après moi, il y a sûrement dans le babillard des employés, attention, il y a un vélo ou un cycliste où ça se passe sûrement parce que. Oui, ils te voient arriver longtemps en avance, tu veux dire, non, c'est ça? Ouais, c'est quand même assez rapide quand même. En tout cas, c'est les mêmes questions. Donc, on traverse. Est-ce que vous allez porter quoi? Vous allez faire quoi? Vous restez combien de temps? Puis souvent, ils me demandent, tu comptes y arriver quand? Puis c'est là que je leur dis, j'ai l'intention de me rendre à New York en 24 heures, peu importe. Puis là, ils me disent, c'est génial parce que ça doit briser la glace quelque part. Ouais. Puis après ça, ils me demandent souvent, tu dors où? Puis la réponse est, c'est dehors. Je dors pas et j'ai même l'intention de pas dormir. Donc, le but, c'est que si j'ai envie de dormir, je vais m'arrêter peut-être 1 heure dans un bureau de poste, sur une table de pique-nique, peu importe, par terre sur le bord de la route, mais l'intention, c'est pas de dormir. C'est bien parce que ça doit briser un peu la glace, tu vois, parce que c'est vrai que les Américains, ils ont cette tendance, c'est très process, et ne serait-ce quand tu arrives en avion à la frontière et tout, ils sont pas là pour être sympas, quoi. C'est très, très... c'est direct, quoi. Et donc là, le fait d'avoir cette relation, de voir un type qui arrive en tenue de cycliste, qui part de Montréal et qui arrive à New York, ça doit forcément les interpeller et le côté humain ressort probablement un petit peu. Donc voilà, ça m'intéressait d'avoir ces réponses-là. Et j'aimerais que tu nous parles de la Trans-Canada. Moi, quand j'ai découvert cette épreuve, j'ai vu que tu l'avais fait. J'ai fait, waouh, alors là, il faut quand même être sacrément courageux, audacieux.
pour partir sur 12 000 bornes, quoi. Enfin, parle-nous de cette course et pourquoi tu t'es lancé ce défi. Fait que tu vois, Trans-Canada, c'était un petit peu aussi sur un coup de tête, justement. C'est pas possible, tu peux pas partir faire la Trans-Canada sur un coup de tête. Oui, puis non, dans le sens que, oui, je l'avais planifié d'avant, je savais que je voulais la faire parce que je savais que, pour moi, un des rêves, c'était tout le temps de traverser le pays à vélo. Puis là, je me suis dit, normalement, quand on traverse le Canada, c'est de Vancouver à Halifax, donc environ 6 000 kilos. Mais Trans-Canada, c'est autre chose. Donc, on part du Yukon, on descend du Yukon à Vancouver. Donc, déjà là, on rajoute un 4 000 kilos. Puis après ça, à partir d'Halifax, on se rend complètement à Terre-Neuve, donc au bout du monde, en fait, de l'Amérique du Nord, le point le plus à l'est du continent, à Terre-Neuve. Donc là, pour un total de 12 000 kilos. Cet événement-là, en fait, c'était une course, mais c'était une course inaugurale. Donc, j'étais la première personne à le faire et à le compléter officiellement. Puis en même temps aussi, il fallait que j'ouvre le parcours parce qu'il y avait beaucoup de tracés, que c'était l'inconnu parce qu'on ne l'avait jamais roulé en soi sûr, officiellement. Comment tu veux repérer 12 000 bornes? Ouais, c'est compliqué, ça. Quoi. Donc, pour moi, cet événement-là, en fait, ce que je voulais dire par un coup de tête, c'est que je le savais que je voulais le faire en mode aventure. Puis oui, c'était une course entre guillemets en soi. J'avais 2 mois de vacances, donc il fallait que je le termine en 2 mois. Donc 12 000 kilos en 2 mois. Puis pour moi, c'était, selon mes chiffres, c'était réaliste. 12 000 kilomètres en 2 mois. Il y a beaucoup de gens qui doivent se dire waouh, mais c'est même pas ce que je fais à l'année, c'est ce que je fais en 2 ans. Alors là, c'est différent parce que tu es en mode aventure, mais tu as mis combien de temps précisément pour parcourir ces 12 000 2 mois, kilomètres? 60 jours. 60 jours. Donc 60 jours, mais ça, c'est aussi incluant parce que mon vélo, durant cette course-là, avait brisé. J'avais fendu mon cadre rendu à Terre-Neuve. Donc, j'avais un crack sur le cadre, puis j'ai essayé de le faire réparer par des boat builders dans le coin parce que dans les maritimes, c'est beaucoup de pêcheurs, donc il y a beaucoup d'industries de bateaux, beaucoup de gens qui travaillent sur la fibre optique des coques de bateaux. Donc, j'ai essayé de le faire réparer, mais finalement, ça ne marchait pas. Exact, ouais, c'est une bonne idée. J'ai dû attendre 10 jours, en fait, pour que mon cadre de remplacement arrive. Puis aussi, dans ce coin-là, il n'y a pas vraiment de réseau, il n'y a pas vraiment de tracking en soi. Donc, le vélo, une fois qu'il part, je ne sais pas où il est rendu. Donc, quand mon vélo avait brisé vers la fin de la Transcan, il me restait environ 1000 kilos à rouler. J'étais dans une ferme, j'attendais à tous les jours. Le matin, je me levais, j'attendais devant pour voir s'il y avait un camion UPS, FedEx, peu importe. Ça doit te donner une relation au temps, à toi-même qui est totalement différente, quoi. Ouais. Et quand on traverse son pays, qui est quand même... il y a quand même des endroits, je ne sais pas si on peut dire désertiques, mais il y a des grandes étendues où il n'y a personne, quoi. Il n'y a personne au kilomètre carré. Est-ce que tu as eu des moments de plénitude en observant un coucher de soleil, un lever de soleil? Enfin, je vous invite, si vous écoutez cet épisode, vous êtes devant votre ordi ou allez sur Google Maps, vous tapez Canada, vous dézoomez et vous regardez tout ce qu'Henri a traversé. Et alors, il y a les États-Unis, qui fait 5 000. Et ben, le Canada, c'est encore plus grand, en fait, quoi. 12 000 bornes. Et Henri, il a fait les 12 000. Et quand tu m'expliques que tu attendais le matin, tu te levais, tu regardais s'il y avait un camion UPS qui arrivait ou pas, enfin, ça me donne des images juste incroyables, mais je ne sais même pas si tu peux décrire tout ce que tu as vécu en 2 mois. Tu vois, ce que j'aime faire aussi, c'est... tu vois, en tant que cycliste, quand même, j'ai quand même un côté très artistique, puis je préfère le côté poétique d'un défi d'ultra. Donc oui, les ultras, c'est gros, c'est des gros chiffres, c'est surhumain, mais j'ai aussi plus l'aspect poétique dans le sens que je documente tout ce que je vois, tout ce que je vis et tout ce que je fais. Et je les partage sur les réseaux parce qu'il y a tellement de belles choses, dont les levées de soleil, les couchers de soleil, les étoiles, des aurores boréales, les animaux en fait que j'ai croisés, les ours, peu importe. Donc tout est documenté comme un journal de bord. Puis en même temps, c'est aussi ma sécurité, dans le sens que si je documente plus, les gens voient est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est encore vivant? Bref. Est-ce que tu as eu peur des ours? Oui. Tu en as vu? J'en ai vu. Tu vois. Mais alors, j'en ai vu et j'ai eu peur. Donc, est-ce que tu as eu peur au moment où tu les as vus? En fait, j'ai eu peur parce que la Trans-Canada, ça a commencé au Yukon. Puis le Yukon, c'est la capitale, en fait, mondiale des ours. Et pas des ours noirs, mais des ours bruns. Donc, des ours grizzly qui sont agressifs, qui vont vouloir te tuer et non pas l'inverse, qui ont peur de toi. Donc, en me rendant au Yukon, j'avais 3-4 jours, en fait, avant que la course officiellement commençait. L'objectif, après ça, c'était de ne pas se faire manger avant le départ. En fait, non, c'est d'aller voir des ours, d'aller trouver des ours parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, je n'avais jamais vu d'ours encore. Donc, je me suis dit, OK, j'ai 4 jours. On va se rendre plus au nord qu'au sud parce que la course, ça va au sud, vers Vancouver. Je vais me rendre au nord, encore plus proche des ours, vers l'Alaska. Puis finalement, je suis allé à la cherche, à la pêche, à la chasse aux ours grizzly et j'en ai trouvé. Puis pour moi, c'était vraiment
OK, j'ai jamais vu ça. Ben, what's the best thing to do Ouais. to make yourself comfortable? C'est de se mettre dans cette position-là. Donc, d'aller tu vas voir te les ours, de confronter, s'imposer, de confronter ça même. Puis, pareillement pour la Transcan, tu sais, la Transcan, dans le sens de coup de tête, c'est que avant la Transcanada, j'avais jamais dormi dehors sur un coup de tête. J'avais jamais dormi sur une table de pique-nique. J'avais jamais dormi dans un bureau de poste à terre sur le bord de la route. J'avais tout le temps planifié mes hôtels, mes hébergements. Mais c'est là que je me suis dit, ben, si je veux faire des ultras plus tard, Transam, TCR, peu importe, il faut que j'apprenne à faire ça. Puis c'est quoi la meilleure façon d'apprendre à faire ça? Ben, c'est de le faire Quand tu as carrément. lancé, d'y aller. C'est ça. Donc finalement, le Yukon, Transcanada, j'avais jamais dormi à terre, dehors. Puis Il y a eu beaucoup de premières. effectivement, les Mais il faut ours, continuer, il faut que tu continues sur l'ours, là, parce que moi, ça Ouais. m'intéresse, ça va intéresser les auditrices, auditeurs. Donc, Ouais. donc tu as été confronté aux ours, mais à quel moment tu as eu peur? C'est quand tu t'es trouvé face à face et qu'il a commencé à te regarder un peu de travers? Comment ça non. s'est passé? Ben, tu vois, j'ai quand même eu une préconception sur comment que l'expérience allait être, puis tu sais, en pensant à ça, puis en réfléchissant avec l'anxiété et tout, ben, on s'invente des histoires, on se crée des scénarios dans la tête. Ouais, exactement. Puis après ça, ben, finalement, quand que ça s'est produit, tu sais, je l'ai vu au loin parce qu'au Yukon, en fait, c'est des vastes terres, donc il n'y a pas tant de végétation, fait qu'on voit très loin. Puis là, finalement, ce matin-là, j'avais vu un ours quand même au loin, on dirait comme un gros toutou peluche. Puis on m'avait déjà averti, OK, ben, les trucs que tu peux faire en le voyant, c'est tu restes là, tu attends qu'il passe ou qu'il s'en va. Puis finalement, il était planté là. Fait que, Et tu avais des équipements avec toi comme le bombe anti-ours, des choses comme ça? ouais, ben, j'avais un bear spray, mais entre pas et moi, c'était un petit peu inutile, le bear spray, là, selon les conditions du vent et tout ça. Là, donc, Oui, c'est vrai. ouais. Fait que ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est que j'avais attendu les voitures. Parce que quand même des voitures Pour les qui faire passent. partir? Non, pour Non. que ça me serve de bouclier. OK. Donc, en fait, le truc, c'est que Tu te au mets derrière la Yukon, voiture, tu te c'est protèges. ça. T'attends qu'il y ait une voiture qui passe parce que c'est quand même pas très fréquent. Tu lèves la main, puis les gens là-bas, ils connaissent un petit peu ce qui se passe. Donc, ce qu'ils vont Ils sont souvent bienveillants, faire. tu veux dire. Ouais. Le mec va pas rester à côté de toi Non, puis ouais. accélérer Non, en te laissant non, c'est ça. découvert, tu vois. Donc, ce qu'il va faire, c'est en fait, il va s'arrêter, puis là, en fait, on va traverser ensemble. Donc, il va rouler avec moi, conduire avec moi, puis il va juste se mettre entre moi et l'ours pour que je puisse continuer. Puis finalement, le plus d'ours que je commençais à voir, le plus que je m'en foutais, puis le plus que j'étais rendu désensibilisé sur. Mais pour sur dormir les la ours. nuit, parce qu'on dit toujours qu'attention la Ouais. nuit, tu vois les odeurs, ces Ouais. affaires, comment tu faisais la nuit? Ouais. Fait que tu vois, début Trans-Canada, au Yukon, en juin, il fait toujours jour. Donc, il fait jamais nuit. Oui, Donc, parce qu'on est très très haut, et c'est ça. effectivement. Ouais. Puis le plus que tu te rapproches au sud, ben, c'est là qu'il commence à faire de plus en plus noir. Mais au début, mon objectif, c'est OK, ben, je vais rouler le plus longtemps plus possible possible. parce qu'il Ah fait oui. tout le temps jour. Ouais, Puis ça ouais. va être à mon avantage parce que j'aurai pas comme les cues qui fassent noir pour que je m'endors. Finalement, tu sais, j'ai vu beaucoup d'ours au loin. Puis chaque fois que je les voyais, ben, tu sais, je criais. Puis je faisais du bruit. Au début, tu sais, j'attendais qu'ils s'en aillent, mais après ça, c'était juste, mais je traversais, puis j'allais vite, puis it is what it is. Mais la première fois que j'ai eu peur, c'était la première fois qu'il a commencé à faire noir quand je roulais. Parce que pendant longtemps, Yukon, il faisait tout le temps soleil, fait que je voyais, je pouvais C'est pas voir. les mêmes références, hein? Et ça. Ça, c'était quasiment à 1000 kilos dans la Transcan. Je rentrais au BC, au nord du BC. Puis là, c'était la première fois qu'il commençait à faire noir vers minuit, il faisait noir. Puis quand il a fait noir cette soirée-là, je me suis rappelé parce qu'il commençait à pleuvoir aussi. Puis j'étais parano parce que là, je voyais plus très loin. La seule affaire que je commençais à voir, c'est que je voyais toutes les espèces nocturnes qui sortaient, donc des porc-épics, des orignaux. Ouais. Puis là, des fois, je voyais des ours qui sortaient. Donc là, j'étais complètement parano. Puis Est-ce que tu t'es... Il n'y avait pas un peu d'hallucination parfois? Ouais, ou... sûrement. Ouais, sûrement que le manque de sommeil aussi. Puis même là, quand je m'arrêtais pour faire pour uriner, j'étais parano. Là, genre, est-ce que je me fais seul, regarder? au milieu de nulle part, t'es C'est vraiment... ça. Enfin, il faut se rendre compte, T'sais, t'as les grandes étendues, t'es ouais. tout seul. Je peux totalement comprendre, mais rouler comme ça 2 mois, est-ce qu'à un moment donné, il n'y avait pas de la lassitude, Henri? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ouais, bon, allez, c'est bon, là, ça fait un mois que je roule. Oh non, jamais. Voilà, non, mais je te J'adore pose la ça. question, Ouais. c'est qu'à un moment donné, est-ce que tous les jours, même s'il y a eu cette pause avec Ouais. le vélo, mais tous les jours enchaîner des kilomètres dans quand même quelque chose où tu es sur le qui-vive, en fait, tu vois, Ouais. les animaux, la nature, rouler de nuit, est-ce que je suis en sécurité, je suis tout seul, il n'y a personne s'il m'arrive quelque chose. Est-ce qu'à un moment donné, tu as été pris dans la lassitude ou alors au contraire, c'était devenu addictif, en fait? Ben, tu vois, comme tantôt je disais, le corps humain puis même le mental s'adapte rapidement. Donc,
même à force, après une semaine, tu te rends compte que ben, ça, c'est mon mode de vie maintenant. C'est comme ça que je vis. C'est comme ça que toutes les journées dans le futur prévisible, en fait, vont se dérouler. Donc, on s'adapte. Puis même que je commençais à aimer ça, puis c'était rendu normal pour moi de dormir seulement 3 heures par nuit ou de dormir 1 heure par nuit. Mon corps fonctionnait très bien sur 1 heure de sommeil. Donc, auparavant, si on fait ça maintenant, j'aurais du mal. Là, mais comme je disais, le corps s'adapte très rapidement. Il faut juste le laisser le faire, puis se faire confiance. Puis, Mais là, on a parlé de l'avant, comment tu l'as préparé, le pendant. Et c'est une question que je pose souvent dans le podcast, mais c'est l'après. C'est-à-dire quand tu fais un événement comme celui-ci avec des endorphines tous les jours où tu en prends plein la vue, tu te déplaces, tu es en mouvement d'un point A vers un point B chaque jour, tu rencontres tous les jours de nouvelles personnes, tu te lèves le matin, tu te couches le soir, tu as eu le temps de voir des centaines de paysages à chaque virage. Et à un moment donné, ça s'arrête parce que tu es arrivé à destination. Et tu rentres, tu reprends ta vie. Est-ce que derrière, ça a été difficile mentalement pour toi? Je n'irai pas jusqu'à dire dépression ou pas, mais il y a quand même le côté addictif. Enfin, tout s'arrête. Il y a quand même une sensation de manque. Comment tu as géré cet après avoir fait 60 jours, 2 mois pour traverser les 12 000 km du Canada? Tu sais, chaque première, à quoi qu'on s'impose, va tout le temps, en fait, nous déstabiliser. Donc, un premier ultra, un premier triathlon, un premier retour suite à une grosse aventure. Donc, oui, le retour était difficile. Mais en même temps, ce que je comprends maintenant, c'est qu'il faut juste continuer à penser aux prochaines aventures. Donc, tu te projettes. C'est ça. On se projette dans maintenant, c'est quoi la suite? C'est sûr qu'on rentre une grosse aventure, mais c'est pas la fin. On continue à vivre. Puis d'autres aventures, les aventures, c'est dans c'est sûr que philosophiquement, comme tu le dis, si on part du principe qu'il y a cette aventure, mais il y a d'autres aventures qui arrivent, forcément, tu redescends pas totalement en bas de cette sinusoïde, mais tu l'allèges un peu et tu restes un peu concentré. Alors, moi, ce que j'ai compris de tout ce que tu me dis, c'est que tu roules pas pour performer ou quoi que ce soit. Toi, tu roules pour vraiment découvrir, vivre des émotions. Et il m'a semblé lire dans les différentes interviews, il y a eu cette Trans-Canada. Est-ce qu'il n'y a pas eu une Trans-América? Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas eu un podium? Oui. Voilà. Les deux, tu vois. Parce que oui, derrière tout ce que je fais, c'est pas purement pour la performance et pour les chiffres. Parce que si c'est juste ça. La performance, elle arrive parce qu'elle doit arriver. C'est ça, exactement. Voilà. La performance, comme je dis, si je fais des grosses distances en zone 2 à tous les jours, ça devient normal pour moi. C'est comme respirer. Puis à force de respirer, à faire des 500 kilos, puis un 500 kilos, c'est l'équivalent de 100 kilos pour quelqu'un d'autre, pour moi. Oui, mais après, en fait, quand tu as l'habitude et le niveau où tu es aujourd'hui, toi, 500 km, certains vont se dire « Oh là là, 500 km, c'est énorme, ça me fait peur. » Mais toi, 500 km, tu vas tout de suite savoir la durée moyenne, combien tu vas mettre pour le faire. Donc tout de suite, il y a une perspective qui est totalement différente. C'est ça. Mais pour revenir sur la Trans-América, départ d'Astoria. Alors Astoria, pour les gens de ma génération, c'est le village des Goonies. Voilà, je vous dis juste ça, parce que j'ai étudié ce tracé. À un moment donné, je me suis intéressé à cette course. Et effectivement, le départ d'Astoria, c'est le village des Goonies. Juste pour planter le décor. Et donc, tu pars, c'est à peu près 6000 bornes? Oui, 6800. Voilà, et donc ça, c'était après la Trans-Canada? Oui, l'année suivante. Donc la Trans-Can, c'était l'entraînement pour la Trans-Am, justement, je le savais d'avance. Le mec fait 12 000 bornes pour s'entraîner pour 6000. Exceptionnel. Et donc, tu fais deuxième. Et là, j'allais dire, sur la scène ultra cycliste nord-américaine, voilà, tu plantes le décor. C'est-à-dire qu'Henri Do, il est présent. Le mec fait la Trans-Canada. L'année d'après, il fait la Trans-América. Il fait deuxième. Troisième, en fait. Troisième. Mais c'est quand même une sacrée performance pour connaître le niveau. Et là aussi, est-ce que tu as vécu une aventure et des émotions similaires à la Trans-Canada l'année d'avant? Est-ce que tu étais un peu plus dans la performance? Et pour avoir aussi traversé les États-Unis, plus tu vas à l'est, plus c'est urbain. Comment tu as vécu cette Trans-América? C'est un petit peu des deux. Donc, oui, l'aspect poétique encore, l'aspect des beaux paysages, de voir ce que je vois, puis de surpasser. En même temps, de savoir qu'il y a d'autres gens sur la course. Donc, c'est ça qui était bien, c'est que j'étais tout le temps proche des autres compétiteurs. Il y avait moi, en fait, il y avait le trio de tête, donc moi, Omar Diffichet et Pavel Polarski. Ouais. En fait, deux personnes qui ont fait la Race Cross France, d'ailleurs, effectivement, et des podiums. Omar a gagné la Race Cross France et Pavel a fait 7e ou 8e, je crois, en 2024. 2023. C'était des très gros noms. Puis, j'arrivais à la Trans-Am en tant qu'underdog, donc on ne me connaissait pas en dehors du Québec, malgré que je faisais quand même des bonnes distances au Québec, des bons temps au Québec, mais en dehors du Québec, j'étais quelqu'un qui était plus
j'étais plus perçu comme étant quelqu'un de poétique, quelqu'un plus sur l'aventure et non sur la performance. Mais c'est un petit peu le contraire. Tu sais, oui, j'aime ça l'aventure, mais derrière ça, j'aime ça aller vite aussi. Puis j'aime ça me surpasser, puis j'aime ça rattraper les gens. Donc, durant la Trans-Am, tu t'es mis en mode compétition. C'est ça. Tu sais, j'arrivais à la course, puis les gens me connaissaient pas. Puis je savais que ma force, moi, tu sais, ayant un travail à temps plein, donc j'avais souvent seulement les fins de semaine pour rouler. C'est pour ça que je roule la fin de semaine, je roule rapidement pour rentrer travailler le lundi. C'est un petit peu ça la joke. J'aime ça faire des grosses distances, mais il faut que je sois de retour lundi matin. Vite, ça me rappelle, si on a des coureurs sur Race Cross France qui nous disent ça aussi, il faut que je me rappelle d'un coureur belge, la première année en 2018 sur Race Cross France. David, il avait fait 2e. Et je lui avais dit ça va et tout, tu restes ce week-end pour la remise. Il me dit non, en fait je me suis dépêché, c'est parce que je devais cueillir mes pommes. Il était agriculteur et il avait des pommiers, il devait récolter ses pommes et il m'avait dit non, j'ai pédalé vite parce que je dois aller récolter mes pommes ce week-end. Donc ça me fait penser à ça. Donc en tout cas c'est un message qui est encourageant parce que ça montre qu'on peut avoir un métier très sérieux et à compter du moment où on prend la décision, mais je pense que tu as raison, c'est une question d'état d'esprit. Est-ce que je suis capable? Oui. Donc est-ce que je prends la décision? Oui ou non? Toi tu as décidé de dire oui à cette prise de décision. Et tu vas au bout de tes projets. En tout cas, moi, je t'ai vu sur Race Cross Québec parce que tu as participé l'année passée aux 1000 km de Race Cross Québec. Et c'est vrai que quand moi, j'ai décidé de me développer sur le Canada et donc sur le Québec, avec David et Jessie, on a discuté. Et tout de suite, ton nom, il est apparu. C'est-à-dire qu'Henri Do, c'est une star de l'ultracyclisme au Québec, au Canada. Ça, c'est clair. Et je t'ai observé. Et j'ai trouvé que tu avais une approche très, pas du tout m'as-tu vu, très introvertie et avec une énorme résilience. Parce qu'en fait, pendant cette aventure, et tu nous vas raconter après Québec comment tu l'as vécu, mais tu as eu des soucis gastriques. Ouais. Alors que tu étais 2e ou 3e, je crois, sur la première boucle. Ouais. Tu as eu des soucis gastriques et beaucoup, mais énormément de personnes auraient abandonné. C'est-à-dire nous auraient rendu le GPS en disant « j'ai des problèmes gastriques, c'est terminé ». Eh bien non. Henri, en fait, il a dit « je vais m'arrêter, ça va passer, je vais m'arrêter ». Et quand il est arrivé sur cette base de vie à Terrebonne, il était 3e de mémoire, 3e, où tu étais dans le top 5, je crois. Et il est reparti quasiment avant-dernier ou avant-avant-dernier. Ouais. Donc, il s'est arrêté très, très longtemps. Mais il est reparti. Et donc, moi, j'ai suivi son GPS et il a terminé. Et moi, franchement, et j'en profite parce que tu es face à moi, et franchement, je te tire mon chapeau parce que ça fait 8 ans maintenant que Race Cross Series existe, que j'observe. Eh bien, ce que tu as fait là, alors tu n'as pas gagné, mais ce que tu as fait là, moi, m'a marqué. Parce que je me suis dit, les valeurs du mec, quoi. Respect. Voilà, tu vois, respect parce que tu n'as pas abandonné, tu aurais pu abandonner, mais non, tu as pris sur toi, tu as laissé passer l'orage, et c'est exactement tout l'état d'esprit que tu décris depuis le début. Tu as laissé passer l'orage, tu as trouvé les solutions, tu as fini, tu n'étais peut-être pas dans des bonnes dispositions, certes, mais tu as fini ton 1000 km. Et là, franchement, respect. Donc ça, ce que je te parle là, c'est moi, comment je l'ai vécu en tant qu'organisateur. Maintenant, je te laisse raconter, toi, ta Race Cross Québec, après la Trans-Canada, après la Trans-América. Ouais. Donc, il y a aussi, comme tu l'as dit, il y a eu des 24 heures, il y a eu des Everesting, et cette Race Cross Québec. Donc, comment tu l'as vécu? Ouais. Ben, tu vois, c'est comme tu dis, c'est exactement ça. La Race Cross Québec, l'objectif initial, oui, mis à part que c'est une course, de la gagner, de finir dans les top 3, de finir premier. Mais après ça, c'est l'aventure, en fait, qui revient, qui m'anime le plus dans tout ça. Donc, la raison ultime pourquoi je le fais, c'est pour l'aventure en soi. Puis, justement, durant la Race Across Québec, la différence qu'on va avoir dans cet événement-ci et non dans les aventures en solo, en solitude, c'est que même si je suis tout seul dans cette course-ci, je sais que sur le même parcours, sur le même tracé, il y a des gens devant moi et quelques centaines de kilomètres derrière moi. Et si je continue à avancer, peut-être qu'éventuellement, je vais les rattraper. Mmh. Puis effectivement, quand j'étais parti de la base de vie, j'étais le dernier. Mais j'ai rattrapé. J'avais un déficit, je pense, sur le prochain devant moi de peut-être 100 kilos, 150 kilos, peut-être... j'allais dire 6 à 7 heures. 6 à 7 heures. Mais finalement, j'ai rattrapé peut-être une dizaine de personnes quand je suis reparti après ça. Donc, pour moi, la game maintenant, c'était rendu, oui, je suis le dernier. C'est pas grave. L'aventure est encore... Non, mais en tout cas, moi, tu as tout mon respect. Franchement, c'est surtout l'attitude où beaucoup auraient utilisé ces problèmes et se seraient servi de cette excuse pour dire j'arrête, en fait. Je suis arrivé 3e, je joue pas la gagne. Ça m'est arrivé, moi. Sur Race Cross France, je ne dirais pas la personne
par respect par elle, parce que j'ai beaucoup de respect pour elle, et puis elle a performé dans le passé. Et sur Race Cross France, c'est quelqu'un qui revenait se challenger après avoir fait une pause dans sa carrière. Il s'était dit, je vais me confronter un peu aux jeunes. Est parti très très fort, je pense, au-dessus de ses limites. Et puis arrivé à une base de vie, il était dans le rouge, quoi, tu vois. Il m'a dit, j'arrête. Je dis, mais pourquoi en fait? T'es bien classé. Pourquoi est-ce que tu veux arrêter? Non, il me dit, j'arrête. Je sais que je vais pas gagner, donc j'arrête. Et je lui dis, mais pense aux gens qui te suivent, en fait. Tu vois, pense aux gens qui te suivent, l'image que tu peux donner, le fait d'aller au bout, de te dépasser, de raconter ce qui t'est arrivé. Et la personne, j'ai pas réussi à la faire changer d'avis. D'habitude, on refuse des GPS, on arrive à faire changer d'avis les personnes. Là, malheureusement, j'ai pas réussi à lui faire changer d'avis. Elle était venue pour gagner. Elle s'était mise dans le rouge. Elle a vu qu'elle ne pouvait pas gagner. Elle a dit j'arrête. C'est pour ça que moi, je profite que tu sois en face de moi pour te dire bravo, parce que moi, en 8 années d'observation et d'organisateur, moi, ça m'a marqué. Donc, tu vois, il y a des victoires qui m'ont marqué. Parce que les gens qui ont gagné sur nos épreuves, je pense à Pauline, je pense à plein de personnes. Je ne vais pas les citer parce que je risque d'en oublier. Donc, je pense à beaucoup de personnes, mais j'ai été marqué par le côté humain et performance. Et là, toi, la performance a été d'être dernier, d'arriver troisième, de repartir dernier et de ne pas arrêter. Donc ça. Chapeau pour ça. Merci. Et puis, en venant sur cet épisode, puisqu'en fait, pour tout vous dire, j'étais un peu à la bourre, il y a des problèmes de bus. Henri m'a dit, où est-ce que tu es? Je viens te chercher. Hop, il m'a pick-up sur une station de bus. Donc, on a discuté en venant en voiture. Et il me dit, donc, il sera sur la TCR cette année. Et il me dit, j'ai jamais roulé en Europe. Donc, je pense à toutes les personnes qui nous écoutent. Si vous dot-watchez Henri cet été sur la transcontinentale, n'hésitez pas à lui donner quelques astuces ou à lui envoyer quelques petits messages sur les réseaux. Henri n'a jamais roulé en Europe. Est-ce que ça te stresse? Est-ce que ça t'inquiète? Comment tu appréhendes? Parce que moi, je peux totalement le comprendre. Étant européen et les premières fois où je suis venu rouler sur le continent américain, tu te poses des questions. Ne serait-ce qu'au niveau du code de la route, c'est hyper important. Alors toi, la particularité, c'est que sur la TCR, tu vas traverser plusieurs pays avec des signalisations qui seront aussi différentes. Mais comment tu vis ça à quelques mois du départ? Est-ce que ça me stresse? Ça m'inquiète? Non, oui, puis non. Encore là, je me mets dans un coup de tête. Je me lance dans quelque chose que je ne connais pas encore, mais je sais que je suis capable, en fait, de m'adapter, puis je suis capable d'apprendre on the go. Donc, c'est la force un petit peu que j'ai développée avec le temps, c'est de pouvoir apprendre, puis d'évoluer, puis d'être très performant dans le moment même à faire quelque chose que je ne connais pas comment faire. Puis, en ce moment, c'est la recherche. Là. Je vais faire le plus de recherche que je peux, préalablement au niveau de tout ce qui est, en fait, le parcours que je vais vouloir rouler, les ravitaux potentiels que j'ai trouvés, comment que je vais m'adapter, comment je vais faire. Mais après ça, c'est... Il n'y aura pas de dépanneur. Tu n'auras pas les dépanneurs. Non. Alors, les dépanneurs pour les Européens. Ça va être du vent. Les Français, voilà, les dépanneurs qu'on trouve au Québec, c'est des petites supérettes pour nous, en fait. Voilà, c'est des petites supérettes en France qu'on peut trouver. Ce n'est pas les boulangeries, c'est différent, mais ça serait vraiment les petites supérettes. Donc, tu n'auras pas les dépanneurs pour te repérer. Mais comme tu l'as dit, je pense que tu sauras trouver les ressources. Ouais. Est-ce que tu vas sur cette épreuve avec en mode compétition ou pas du tout pour découvrir l'Europe, justement? Non, en mode compétition. Et donc fait que j'ai quand même un classement que j'aimerais accomplir déjà. Tu peux nous en parler ou tu t'es fixé un objectif? Similaire à la Transam. Ah ouais. Donc, c'est sûr que c'est très ambitieux. Puis, c'est très ambitieux, surtout qu'il y a du niveau maintenant. Ouais. Vraiment, très ça ambitieux. va vite, surtout avec, justement, comme tu dis, le niveau qu'on a maintenant depuis les années. Parce que, en tout cas, bref, si je me compare aux gens de la Transam qui ont fait des podiums, justement, à la TCR, dont Pavel, une couple d'années, mais maintenant, c'est plus ce même niveau-là. Donc, non, c'est encore le niveau a monté. Plus. Le niveau a monté, ouais. Jonas, le vainqueur du 2500 l'année passée, sera présent. Le phénomène européen français, Victor Bosoni, qui gagne en fait toutes les courses auxquelles il participe, qui était un jeune espoir français qui était dans une direction d'être professionnel, a été rattrapé par la maladie, donc il s'est écarté de son rêve-là, qu'il réalise quelques années plus tard à travers Rafa notamment, qu'il a propulsé cette année. Et ça va être une belle course à suivre. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de te découvrir sur une Race Cross France. Oui, certainement. 2500 km, ça va être intéressant. Moi, j'ai une question, c'est que qu'est-ce qui te fait encore rouler comme ça chaque week-end, chaque année sur des défis? C'est quoi le moteur? Alors certes, il y a la découverte des beaux paysages, des levées de soleil, des couchers de soleil. Est-ce que tu as des choses à te prouver à toi? Est-ce que tu as des choses à prouver à quelqu'un d'autre?
quelle est la raison tout au fond de toi-même? La raison ultime, c'est que c'est méditatif. Pour moi, ça me calme, j'arrive à mieux penser. Puis même tous mes défis au travail professionnel, je trouve des solutions quand je pédale. Donc, que ce soit pour des défis perso, des défis de maison, des défis professionnels, ben, je trouve ces réponses-là en pédalant. Puis ça m'ouvre l'esprit, ça me fait changer de perspective aussi parfois. Puis à part ça, tout ce que je disais tantôt là aussi. Là, donc, Est-ce que tu te souviens de toutes les idées que tu peux avoir pendant un ride? C'est-à-dire que est-ce que tu arrives, comme tu l'as dit, c'est méditatif, donc tu réfléchis beaucoup, il y a peut-être des prises de décision que tu prends, juste des décisions que tu prends pendant une aventure ou une journée de vélo. Est-ce que tu t'en souviens quand tu t'arrêtes? Je te pose cette question-là parce que moi, avec l'expérience, je ne peux pas me souvenir, je n'arrive pas à retenir plus de 3 idées. C'est-à-dire parfois, je rentre et je me dis, mais attends, là, j'ai eu une super idée. Ouais. Ah, mais mince, je m'en souviens plus. Parce que j'en ai eu 4, 5, 6 et je me souviens que de 3 et donc je m'arrête, je note sur mes notes sur mon iPhone. Et toi, tu arrives à tout mémoriser rétrospectivement, ton ride? Tout mémoriser, non. Mais c'est comme tu dis, je documente tout. Donc, je le note. Je le note des fois sur des messages vocaux que je me parle moi-même ou sinon des fois je le tape ou sinon des fois c'est plusieurs photos. Puis souvent même, je suis quelqu'un quand même de très visuel, donc je prends beaucoup de photos. Puis je peux te dire exactement. Ça me ramène, c'est ça. Je prends une photo puis je me souviens exactement comment je me suis senti cette journée-là, la météo, comment je me sentais physiquement, mentalement aussi. Donc, je peux comprendre. Et est-ce que tu redoutes, Henri, le moment où tu n'auras plus l'envie? Je crois pas que ça va arriver. Je pense que pour tout le monde, en tant qu'humain, des fois, on est écœuré, on a des écœurs en titre, puis on a juste envie d'avoir une off-season puis de ne pas faire ça. Donc ça, c'est effectivement un manque de motivation, puis c'est normal. Mais je pense que c'est juste humain d'avoir un manque de motivation des fois. Mais est-ce que tu as eu déjà cette baisse d'envie de rouler? Ah, tout le temps. Oui, surtout quand il fait très, très froid. Puis j'ai dit, pourquoi est-ce que je roule à moins 40 degrés, à moins 30 degrés? C'est quoi le but? Puis tantôt, tu disais que je suis à la recherche de tempête, mais c'est fou. En fait, chaque fois que je roule, j'espère qu'il fasse beau. Puis souvent, c'est l'inverse qui se produit, c'est ça. Donc, ça ne freine pas, en tout cas. Pour New York, je ne m'attendais pas à ce qu'il neige ou qu'il pleuve ou qu'il y ait du verglas. Je m'attendais à ce qu'il fasse beau. C'était ça le plan initialement, mais finalement, c'était l'inverse. Puis, et est-ce que tu fais de l'intérieur? Non, plus maintenant. Donc, tu fais vraiment tous tes entraînements. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'avais remarqué en te suivant sur les réseaux. Ouais. C'est vraiment qu'on sent que le froid t'arrête pas, en fait. Et le froid d'ici, c'est pas le froid de la France, quoi. Tu vois, c'est pas 5 degrés. Ça tape à moins 15, moins 20. Voilà. Et alors, on dit toujours que, tu sais, quand il pleut, il faut avoir le bon textile. Toi, quand tu roules par moins 15, je veux dire, est-ce que tu as de la chauffe sur tes pieds? Est-ce que c'est sans chauffe? Parce que franchement, déjà, moins 5, moins 10, ça pique. Moins 15, moins 20. Alors, déjà, quand tu roules, donc tu as le ressenti en plus, ça agresse, quoi. Ouais. Donc, toi, c'est quoi tes secrets d'équipement pour justement rouler par grand froid? Tu vois, je continue encore à m'adapter. Donc, je continue à évoluer mon système, à le modifier, à le tweaker. C'est comme la nutrition. Tu vois, la nutrition, ça change tout le temps. Puis surtout que quand on vieillit, ben, ce qu'on aime manger, ce qu'on peut manger change. Pour tout ce qui est équipement aussi, ben, l'équipement, il va faire moins 20, moins 25. C'est deux choses complètement différentes. Donc, il fait moins 20 et moins 25. Moins 25 sec, moins 25 pluvieux, moins 10 avec pluvieux aussi. C'est deux lignes différentes. Parfaitement donc, en fonction de la météo, tu sais parfaitement quel textile, combien de couches? Parfaitement non, mais je sais, j'ai une petite idée. Puis après ça, je m'ajuste. Puis finalement, si ce que j'ai choisi, c'est pas suffisant, ben c'est là que je vais m'arrêter ou sinon je vais m'ajuster avec ce que je peux trouver sur la route. Donc, faut juste être créatif, ingénieux avec les ressources qu'on a. Puis c'est pas mal ça avec tout ce qu'on fait dans la vie, d'être créatif, ingénieux. Ouais, non, mais voici les cartes que vous avez. Ouais, je te rejoins. Ouais. Et sur avec le nombre de kilomètres que tu as parcouru, est-ce que tu as... Enfin, je vais renverser la question que je voulais te poser, c'est quelles sont les routes au Québec sur lesquelles tu n'as pas roulé, en fait? Ah oui. Est-ce qu'il y a des régions... parce que le Québec, c'est très grand, attention. C'est pas une région, un département français. Hein, c'est aussi grand que la France, peut-être même plus grand que la France. Est-ce qu'il y a des régions encore que tu n'as pas couvertes et que tu aimerais couvrir? Le seul endroit, en fait, au Québec que je n'ai pas encore roulé, c'est au nord du Mont-Laurier, donc vers la baie James, vers la BTB. C'est vraiment le seul coin à date que je n'ai pas encore sorti mon vélo. Mais éventuellement, oui, j'aimerais ça.
pour remplir un petit peu. Ça, c'est comme mon TOC au niveau des heatmaps sur Strava ou sur les applications de mapping. Donc, d'avoir une ligne rouge sur tous les tracés du Québec. Donc, Tu regardes des fois? Tout le temps. Parce qu'en plus, tu prends beaucoup de photos. Je sais que sur Google, tu as une option. C'est-à-dire que tu peux avoir un mapping de partout où tu as pris des photos. Est-ce que tu dézoomes parfois en te disant « Ah ouais, j'ai quand même fait pas mal de choses, mais j'aimerais bien aller là, j'aimerais bien aller là ». Qu'est-ce qui fait que tu n'es jamais allé en Europe? Je pense que c'est le manque de temps. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire, tellement de trucs qu'en fait, j'ai tellement d'objectifs, j'ai tellement de passe-temps et de passion, mis à part le vélo aussi. Donc, c'est beaucoup de temps qui manque. Puis le fait que je travaille aussi encore à temps plein, donc on n'a pas des vacances illimitées. Donc, il faut choisir ce qu'on veut faire. Puis je me suis dit, je vais faire ça step by step. Je vais commencer par le Québec, le Canada, l'Amérique du Nord, puis après ça, l'Europe. Donc, la conquête continue cette année en Europe. C'est quoi tes autres passions, Henri? Je fais de l'impression 3D aussi. Je fais beaucoup de développement, en fait, programmation. Je fais de l'automatisation chez moi au niveau des sites, des logiciels, tout ça. Donc, j'ai commencé aussi à faire du woodworking. Donc ton métier est ta passion quelque part? Ouais. Indirectement, ouais. Ça veut dire que quand tu dis chez moi automatisation, t'es full data, full géolocalisation, comment tu... Dans une optique, en fait, pour être plus optimal, puis pour être plus efficace, puis pour être automatisé, maintenant, avec toutes les maisons intelligentes, tout ce qui est Smart Bulb, mon cadenas, mes caméras, tout ça, je vais pouvoir tout automatiser ça comme ça. Si je rentre chez moi à vélo, il sait que... Il sait que 10 minutes avant, il faut qu'il fasse chauffer, il ouvre les volets, toutes ces affaires-là. C'est vraiment le fun, mais c'est beaucoup de temps à investir en dedans, puis... c'est pas ce qui est plus prioritaire en ce moment. Mais je comprends. Quand je bossais chez Apple, je me rappelle, ça m'avait marqué parce qu'entre collègues, on s'était fait la réflexion en disant qu'il n'y avait que des mecs qui pouvaient bosser chez Apple, d'être contents d'offrir des lampes connectées pour Noël, tu vois. Parce qu'effectivement, on bossait chez Apple, donc on avait cette appétence pour l'objet connecté, la programmation. Tu arrives à 500 mètres de chez toi, l'éclairage s'allume parce qu'il t'a géolocalisé, voilà. Et on achetait des lampes connectées pour Noël et on se disait, mais il n'y a que les types qui bossent chez Apple pour faire ça. Donc, je comprends parfaitement l'enthousiasme et la satisfaction que ça procure quand tu rentres chez toi, que le chauffage s'est déjà mis, que les lumières sont allumées à la bonne couleur, comme tu l'as imaginé. Ça, je peux le comprendre parfaitement. Mais voilà, c'est intéressant de faire ce lien. On arrive sur la fin de l'épisode, Henri. Quel message tu souhaiterais faire passer ou quelle astuce tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, qui aimeraient se lancer dans une aventure comme tu l'as fait sur des milliers de kilomètres mais qui n'ont jamais vraiment osé, avec pour excuse « j'ai un métier à temps plein ». Tu es un parfait exemple pour dire moi j'ai un métier à temps plein très sérieux voilà, regardez tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme message sur la fin de cet épisode? Il faut prendre une chance. Il faut se donner la chance de prendre une chance. J'aime cette expression. Une fois qu'on essaie quelque chose, c'est là qu'on se rend compte que c'est possible. Mais pour pouvoir être rendu là, il faut se laisser la chance de l'essayer. Puis quand on se laisse la chance, on se donne la chance d'essayer quelque chose qu'on se dit que non, c'est impossible. C'est là qu'on sait, finalement, c'était possible. What else is possible? Puis finalement, ça fait juste ouvrir une boîte de Pandore que tout est possible. Puis les défis qu'on se donne, puis qu'on continue à faire après ça, on se rend compte que finalement, ce qui me limitait, c'était moi-même, c'était pas les autres personnes. Les autres personnes, ils vont souvent nous dire non. Faut pas qu'on impose l'opinion des autres gens sur nous-mêmes. Faut juste qu'on fasse ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut tenter de faire. Puis il faut pas qu'on se retienne par la peur et par ce que les gens nous imposent sur eux-mêmes. Je pense que je ne pouvais pas faire mieux comme message de fin auquel j'adhère parfaitement. Et un grand merci Henri pour ce partage. S'il y a quelque chose que tu veux rajouter ou pour toi, on a fait le tour de tous tes exploits, toutes tes aventures. Merci Arnaud pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Très plaisir d'être ici. Puis, c'est très cool. C'est ça. Faites-vous confiance. Puis c'est le seul message que j'ai. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai vérifié entre-temps. Le Québec, c'est 3 fois la France. Voilà, pour donner une petite zone, 3 fois la France. En tout cas, merci Henri. Je vous invite à suivre Henri sur les réseaux. Donc, sur Instagram, c'est Henki, Henki. C'est ça. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne peut pas partager, parce que ça ne se partage pas. C'est olfactif. C'est depuis le début. Je ne sais pas si tu sens ces petites odeurs de cannelle depuis le début, puisque je vais passer récupérer chez mon ami Loïc, qui est un Français qui est maintenant canadien, puisqu'il a eu la double nationalité, qui s'est lancé, qui a créé Daddy Roll à Montréal,
Et je suis passé en disant, voilà, pendant les épisodes aujourd'hui, j'enregistre 3 épisodes. On va pouvoir déguster ça. Donc, on vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Ultra Talk. Et nous, on va terminer tranquillement. Et on va goûter ces fameux rolls de chez Daddy Roll à différents goûts. Et voilà, ça va être maintenant le moment de se faire plaisir. Un grand merci en tout cas. Merci à nous.